Bonjour, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Celui-ci, c'est le troisième séminaire web euh, des programmes de cybersécurité. Nous sommes ravis de collaborer avec nos associés internationaux, Canary de Canada, Red Clara de l'Amérique latine et Blackford pour les Caraïbes. Aujourd'hui, on a la traduction en espagnol, en portugais et en français et nous voulons remercier à nos associés de Red Clara pour avoir pu contacter cette équipe d'interprètes. Si vous cliquez sur l'outil, les outils, vous allez voir un monde. euh, Vous pouvez là choisir la langue que vous voulez écouter. Il y a plusieurs interprètes qui vont traduire vers ces quatre langues. Vous pouvez ajouter vos commentaires dans le chat et dites-nous d'où vous êtes connecté. Je ne sais pas si nous allons avoir le temps pour des questions et des réponses à la fin de la présentation d'aujourd'hui, mais si vous pouvez ajouter les questions sur les panels de questions et réponses du webinaire, ce serait une bonne façon d'utiliser la technologie que nous avons aujourd'hui. Ce chat, c'est un chat individuel, donc nous vous encourageons à participer dans ces séminaires. En parlant des chats de la logistique, je vous présente Damien Brown, qui a plus de 24 ans d'expérience dans le secteur public, tant au niveau militaire qu'académique et dans le secteur privé. Actuellement, il est le directeur de sécurité des informations et il est le CSO, le chef de sécurité des informations à l'Université de Jackson State. Il a servi dans l'armée américaine et aujourd'hui il est retraité. Il a donné des cours de cybersécurité, de l'intelligence, hacking éthique et parmi d'autres choses, il a un diplôme de baccalauréat de l'Université de Jackson State, de l'Université de Mississippi et un master de sciences militaires. Maintenant, j'ai un grand plaisir de euh, céder la parole à Damien. C'est un honneur et un grand privilège pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je voulais tout simplement dire que je suis vraiment ravie de partager cette sensation parce que mon père est décédé en mai, il y a peu de temps, et il serait très impressionné euh, de me voir à parler. Il disait que moi, je parlais à tout le monde dans trois langues différentes. Donc, je vais remercier cette possibilité que vous savez, que moi, je vais de partager avec vous tout ce que je sais pour pouvoir partager un Internet plus sûr. Ce que nous allons faire, c'est, moi, je ne vais pas parler tellement, mais je veux que vous posez des questions. Donc, je vais vous proposer certains points de débat. Et ce que je vais faire, c'est de faire une petite histoire vous expliquant comment je suis arrivée où je suis et tout simplement parler de quelque chose de base sur l'identité. Et puis, je voudrais vous donner ma perspective fondée sur les statistiques que nous trouvons lorsque moi, quand j'ai préparé ces séminaires. Je vais consacrer 2 minutes à vous dire ceci. Les gens, en général, sont merveilleux. Comment je suis arrivée à ces points? Et c'est quelque chose que je dis parfois aux soldats ou aux étudiants
ou professionnels qui veulent finir leur carrière, il faut souligner que la cybersécurité n'est pas seulement une, une discipline de technologie, des sciences, de l'informatique. Il s'agit d'une discipline qui va au-delà de tout cela. Si vous étiez aux États-Unis, les États-Unis ont entre 16 et 17 secteurs d'infrastructures critiques et chaque secteur a besoin de cybersécurité. Ceci implique pour vous que la tâche que vous faites ou ce que vous essayez ou ce que vous essayez de travailler dans ces marchés, il y a des employeurs qui ont besoin de l'expertise dans ces matières et qu'elles deviennent de mieux en mieux. Donc, je vous félicite pour être dans ces webinaires. Je voudrais également vous dire que vous soyez prêts. L'une des choses que moi j'ai hérité de ma mère, c'est ce qu'elle appelait son énergie pour pouvoir connecter. Donc, quoi que vous faites, rien ne va éviter que vous devez travailler dur. C'est ça ce qui va vous faire sortir, vous faire avancer. Et c'est ce que les personnes qui ont m'y ont demandé de faire, à diriger cette institution, ont vu à moi. Euh, euh, Moi, je ne fais pas ceci tout seul. Il y a des gens qui peuvent penser que je suis le type le plus intelligent de la salle, et ce n'est pas vrai. Je ne suis pas vraiment tellement intelligent, mais oui, je suis intelligent pour détecter des patrons, des statistiques, et puis à partir de ça, avoir un groupe de gens qui m'assistent. Euh, Internet, et tout ce que vous voyez sur l'écran, MSC, Cisco, etc. Donc, le long de ma carrière, j'ai appris qu'il faut prendre les informations que les gens vous donnent et élaborer ce que l'on peut. Vous l'avez ici sur les diapos. Quand je me préparais, moi, je savais déjà, mais apparemment, c'est quelque chose qui ne disparaît pas. C'est-à-dire, on pourrait dire, Damien, de tout ce que vous avez appris, ce que vous voulez cibler, qu'est-ce que vous préférez cibler? C'est ce que l'on appellerait dans ce secteur la source unique de vérité, c'est-à-dire la vérité. Vous ne pouvez pas s'ouvrir une session à un site ou avoir accès à un site sans un profil et sans vous être enregistré. Donc, d'une certaine façon, pour cette culture actuellement, apparemment, on se concentre sur des dispositifs et sur du hardware plus que sur l'identité. Donc, on pourrait dire, ben, Damien, le rapport pour qu'un utilisateur des, ait un dispositif est 1 sur 5, 100. Moi, ce que je trouve que c'est important, c'est la personne qui est la propriétaire de ces dispositifs. Donc, si vous êtes des professionnels des identités, des accès, vous êtes des professionnels de cybersécurité, moi, je vous encouragerais à travailler vos stratégies, vous concentrer sur une seule source de vérité. Donc, CloudStrike, c'est une entreprise de sécurité. Ils ont une statistique qui est surprenante. Il dit que 81% des intrusions, au moins de cette année, ont été accréditées non pas à des malwares, mais
euh, à travers ceci, il, ver- il dit que 81% de personnes n'ont même pas un malware, mais tout simplement, ils s'ouvrent une séance. Ils ne font que ça. Donc, en sécurité, il n'y a rien qui soit 100%, mais ce que l'on sait vraiment, c'est que si nous pouvons euh, empêcher l'entrée dans notre environnement, nous pourrons voir le reste. Et cela, alors, qui commence l'authentification en deux facteurs ou plus. Il y a des différentes stratégies d'authentification avec plusieurs facteurs. Donc, comme je vous disais, euh, moi, on m'a pas encore démontré que je suis pas sûre de ce que j'ai dit, mais indépendamment de l'endroit où vous vous trouvez, les personnes doivent utiliser l'authentification avec plus d'un facteur. Moi, j'ai des collègues qui approchent et qui me disent, ils me demandent de enlever cette authentification des facteurs ou de plusieurs facteurs parce que ça, c'est la façon dont nous pouvons aider à protéger notre environnement, quoi que nous faisons. Ça, il faut avoir ça en compte. Et une autre raison pour laquelle on fait ça, c'est quelque chose que l'on dit le dwell time. C'est le temps qu'on est dans le système. Ces dispositifs pourront vous pourront y accéder, mais je veux vous dire, indépendamment de, même si vos défenses sont bonnes, votre entourage, 9 sur 10, il est possible que l'un des usagers moyennant une mise à jour d'un système ou de différentes choses du dispositif, ou que quelqu'un qui utilise votre profil entrera à votre entourage et il va rester le temps qu'il voudra y rester pour faire finalement ce qu'il voudra faire. Donc, le dual time, le temps de permanence, est l'une des autres raisons pour lesquelles il faut gérer les accès, qui sont les usagers, connaître le comportement des usagers, et ça vous sera très utile pour vous préparer un très bon positionnement en cybersécurité. cybersécurité. Quels sont les aspects de ce genre d'éléments? Dernièrement, nous pouvons acheter beaucoup d'outils et nous pouvons acheter aussi beaucoup de technologies. Mais l'une des meilleures façons de travailler avec un bon positionnement en identité, c'est d'enseigner les usagers. Là, je ne crois pas qu'il n'y ait rien de mieux que d'enseigner les usagers, d'apprendre les usagers. Regardez cette graphique ici. En bas, vous voyez qu'il y a un concept qui s'appelle défense. Défense en profondeur. Et on va spécifier le périmètre en politique, procédure et voilà quelques points clés des solutions d'accès et pour s'identifier. Et voilà comment on peut se rassurer des opérations. C'est l'une des quelque chose que je veux partager avec vous. Et comme nous pouvons voir, pas seulement nous faisons un pas de plus par rapport à la politique en cours et la sensibilisation, mais quand j'ai parlé avec des enfants d'une crèche l'année dernière, et avec des enfants un peu plus grands, je leur ai dit que ce tableau que vous voyez ici sont quelques façons de base à travers lesquelles vous pouvez détecter 99,999% de ce qu'ils veulent entrer. Si vous ne prenez aucun message à partir de cette conférence, une chose que je veux que vous vous rappelez, c'est que le blocage de base
rajouter des choses de base à vos réseaux à travers de politique et la gouvernance vont fonctionner très bien. Moi, j'ai des fournisseurs, des entreprises de sécurité qui viennent discuter avec moi tout le temps et ils essayent de me vendre des produits ou des services ou aussi des stratégies. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que peu importe quel est le devis ou le budget que vous avez, le marché va accepter. Il y a toujours une solution et une façon avec laquelle vous pouvez avoir ces choses et vous protéger de votre entourage. J'ai promis que je n'allais pas aller très loin avec cette présentation, mais il y a quelques concepts de base. Lorsque nous parlons de la confiance zéro et nous faisons une présentation sur ce concept, des privilèges des usagers, ce sont les thèmes les sujets que je veux que vous ayez en esprit. Alors, la personne qui va parler avec nous et qui va nous mener à la deuxième partie de cette discussion et peut-être nous pourrons ainsi parler plus en profondeur sur où on en est et qu'est-ce que nous voulons faire sur la confiance en cybersécurité. Merci beaucoup, Damien. Et j'ai écouté beaucoup sur ce cadre que tu as fait mention. Et tu t'es référé à l'éducation de l'usager et qu'il existe aussi une résistance sur la multiple authentification. Donc, quand il y a beaucoup de campus dans une université, par exemple, et comment on peut faire que ce soit plus facile d'avoir multiples authentifications de l'usager et comment on peut les convaincre qu'est-ce qui est de leur intérêt qu'ils doivent se protéger en utilisant tout ça et protéger les campus. Comment aller là-dedans? Il faut les appuyer pour qu'ils comprennent ça. Je travaillais dans le domaine de gaz et de pétrole, mon chef précédent, il m'avait dit, Damien, nous, on est des personnes d'affaires consacrées à travailler sur des sujets d'insécurité. Et l'une des choses que je remarquerai aux gens, de faire attention, avec deux choses. Connaissez votre propre business et à quelle activité se consacre. Nous connaissons l'activité, le domaine. Et là, on est dans une université. Mais ce sont aussi des instituts de recherche. Et quand je comprends ce genre de choses, alors je fais un peu en arrière. Je me dis, depuis la perspective d'un étudiant, de la perspective d'un intégrant, un membre des enseignants, quelle est l'expérience comme usager qu'ils ont? Parce que 9 sur 10 fois, l'expérience de l'usager fait qu'il soit résistant à vouloir adopter et à incorporer ce que vous dites, que vous leur dites de faire. Évidemment, il y aura 10% qui directement ne va pas vouloir faire ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que qu'ils ne font pas, c'est que d'après leur expérience, auparavant c'était comme ça. Alors maintenant, on va passer à parler de l'attention vers le client. Et à la différence de la croyance populaire, que moi, en tant que professionnel de la sécurité, je ne devrais pas dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut dire, et je devrais me consacrer à rassurer la capacité de vous-même, ceux qui utilisent la technologie. Il faut permettre l'usage. Alors voilà l'un des concepts avec lesquels on essaie de convaincre les personnes pour qu'ils fassent ce que nous proposons par rapport à la sécurité. Très bien. Donc, réussir à ça, cet engagement de parler avec toi, qui vont te permettre de faire leurs tâches. Et quand on parle de l'activité qu'ils font, par exemple, depuis l'enseignement supérieur, quand on parle d'affaires, peut-être les gens ne sont pas très familiarisés avec ça. Mais peut-être vous ne consacrez pas à la recherche, bon, mais vous devez permettre que dans le campus,
les activités soient réalisées. Par exemple, disons que vous avez des exigences spécifiques de sécurité, par exemple, pour un rechercheur et un chercheur, et vous voulez aider qu'ils fassent leur travail. Et comment cette discussion, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'ils en ont besoin et que puis vous allez l'aider à trouver une solution, comment il faut procéder? Je pense à deux ou trois chercheurs. Un chercheur, tout simplement, avec son lien avec la technologie en information, il a considéré qu'il est excellent de pouvoir venir et demander de l'aide. Et il travaille avec l'une des organisations gouvernementales. Et quand ils viennent, évidemment, ils seront bien à disposition. Ils vont partager ces travaux et comment ça marche et comment ils vont exécuter leurs recherches. Et après, il y a un autre chercheur que je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, ils sont venus quand j'étais en train de parler à un autre directeur, celui d'informatique et de recherche. Et cette chercheuse m'a dit sa préoccupation. Et en fait, elle était contente parce qu'elle avait été à une autre institution où elle n'avait pas reçu tant d'appui comme celui qu'elle recevait de notre part. Et en même temps, elle disait, les samedis, quand je me lève et je me prépare pour avoir une connexion à distance, j'ai des problèmes. Alors il faut que j'ouvre plein d'écrans et si je ne fais pas attention, je peux perdre mes données, les données de ma recherche. Il faut tout recommencer. Alors là, il faut bien comprendre ce flux de travail. Il faut convaincre ces chercheurs que nous continuerons à leur appuyer. Alors, il faut aller voir qu'est-ce qui fait ce chercheur, comment il est en train de travailler pour résoudre ces thèmes. Et c'est la façon avec laquelle on peut comprendre un peu mieux tous ces aspects différents, de façon qu'il y a deux personnes auxquelles j'ai pensé quand tu m'as posé cette question. C'est-à-dire habilité pour que eux ils puissent faire leur travail et aussi encourager aux institutions pour qu'ils aident. Parfois, il y a des exigences spécifiques quant à la sécurité, par exemple, au niveau, au niveau pays ou au niveau assurance de la santé, de la technologie en santé, et comment ils travaillent pour transmettre l'information jusqu'à l'NH et permettre au même temps que les chercheurs puissent collaborer avec ses collègues. Parfois, il y a un défi parce qu'on ne sait pas qui est en train de travailler de l'autre côté. Il faut permettre que le chercheur, évidemment, puisse partager sa recherche. Est-ce que tu as dû travailler avec des chercheurs pour qu'ils puissent partager leurs recherches? Oui, en fait, je l'ai fait. Et la raison pour laquelle, et ce n'est pas parce que ce- je suis cinétique dans ma façon d'apprendre. J'aime bien apprendre vraiment en pratiquant. Je suis pragmatique et les 24 ans que j'ai consacrés à cette profession, c'est que j'ai une tendance au service. Il y a la composante du service, la partie pratique, la partie de travail dans le secteur public avec les militaires, dans le secteur privé. Et ce genre de situation, je les comprends très bien et je sais que, en quelque sorte, on revient toujours à l'attention au client. L'attention au client, il y a aussi une attention aux consultants. Et dans le cas des consultants, il y a ceux qui sont très bien et il y en a quelques autres qui ne sont pas tellement bien. Et les bons consultants, ils vont accompagner le client depuis le début jusqu'à la fin. Et ils vont aussi en plus appuyer toute la longue durée du processus pour qu'ils arrivent à conclure leur tâche. Et dans ma carrière, les meilleurs consultants
sont ceux qui me donnent une bonne image. C'est ça le concept qu'on veut avoir. On veut que le chercheur ait une bonne image. Il y a d'autres chercheurs dans d'autres universités. Il y a des chercheurs qui travaillent avec les organismes gouvernementaux. Il y a des recherches nationales. Et, et on veut toujours que ces chercheurs vraiment aient une position solide quand ils ont besoin de collaborer. De cette façon, vous pouvez ainsi faire ça avec ces chercheurs. Bon, on pourrait parler toute la journée de ça, mais peut-être on peut voir quelques questions des participants. Alors, les participants, je vous invite à écrire vos questions si vous voulez. Vous pouvez les écrire sur le panneau de questions et réponses si vous voulez. Et en retournant au sujet de la recherche, il faut toujours voir que sur Internet, on travaille toujours pour protéger le travail réalisé par les chercheurs et permettre que eux ils réalisent leur travail. C'est que parfois les exigences sont extrêmement exigeantes, donc il faut se concentrer sur un domaine déterminé et, et travailler. Et est-ce que tu as travaillé avec les chercheurs et on te dit, bon, d'accord, dans cet endroit-là, c'est là où tu peux réaliser ta recherche et la configurer là-dedans? Oui, il s'agit d'une bonne question, c'est un bon point. Dans une instance où par rapport aux chercheurs, il s'agit d'un effort de collaboration. Heureusement, nous sommes en train de faire des choses qui permettent d'éliminer les fils, les liens qui existaient avant, ces liens, ces partages avec le sujet de collaborer avec des chercheurs en développement. Et ainsi, on réussit à ouvrir ces espaces et les personnes peuvent être d'accord avec ces points-là. Donc, quand on travaille avec un gouvernement ou un organisme de gouvernement et on fait ça, tout le monde est en ligne avec ça. Alors, on comprend quel est l'entourage qu'il faut, si cet entourage est compris par le groupe de recherche-développement. Et voilà un point de plus. Par exemple, si on pense à beaucoup de points à remarquer pour la communauté la plus large, par exemple, là, ici aux États-Unis, au Mississippi, on se considérerait l'un des principales quatre universités dans cet État. Et les autres trois, qui sont un peu plus grandes que nous, on a réussi à se réunir. Il y en a quelques-uns qui travaillent dans d'autres universités, qui ont des fonctions similaires aux miennes. Des personnes qui travaillent avec des universités. Donc, partageons les ressources, nous avons dit. Nous allons voir comment on peut utiliser les choses pour pouvoir réunir toutes ces exigences. Il est possible que quelqu'un arrive à notre endroit, à notre université. Ce sont les choses que avons essayé de cibler. C'est très bon d'écouter ça parce que du point de vue de Internet 2, nous voulons que la communauté travaille avec nous de sorte que de pouvoir partager la structure. Espérons que ceci soit plus facile pour les utilisateurs de faire leurs recherches et faire leurs travaux. Je vous encourage tous donc d'écrire les questions sur les panels de questions-réponses pour pouvoir poser ces questions qui sont vous importantes pour vous dans les campus. Est-ce que vous avez des questions? Nous en avons une ici. Il y a une question qui vient d'arriver. Une personne qui me demande quel est le rôle que vous voyez
que doivent développer les personnes de cybersécurité pour leur ligne de recherche. Moi, j'ai un master en administration des entreprises. Quand j'étais à l'Université de Texas, moi, j'ai appris que on a des compétences tête-à-tête dans la concurrence, tête-à-tête dans les affaires, dans les sports, etc. Donc, je ne vais pas toucher de points sensibles du football, mais de ce que je vais parler, c'est des avantages de la concurrence dans les affaires. Il y a certains Indiens avec qui je parlais qui se posent les mêmes questions. Je leur dis que au lieu de se concentrer sur cette faculté, sur l'autre faculté. Donc, pourquoi ne pas savoir un avantage des concurrences où vous travaillez dans certains sujets d'une façon plus efficace? Et moi, je répète, vous savez peut-être une institution qui peut avoir 40, 50 personnes qui travaillent là, mais s'il s'agit d'une institution qui fait ce qu'il doit faire et vous êtes capable de produire 10 ou 20, donc vous allez le faire et nous voyons cela. Tout en étant ici, moi je suis là depuis 2022 et moi je suis surpris de voir des étudiants jeunes dans l'institution qui vont à Microsoft, à Amazon, qui vont à des organisations ou de firmes qui travaillent avec les gouvernements. Donc, l'avantage compétitif, il est toujours là. Et à mon avis, ça a amélioré grâce à l'accès à la transformation numérique et à la connaissance. Les informations sont énormes. Moi, je dis aux étudiants, qu'en 2002 et en 2005, si les métadonnées qui sont aujourd'hui à Google, ils avaient été à cette époque-là, moi, j'aurais pu faire fonctionner cette université toute seule. Ça aurait été possible. Ça, c'est une des possibilités que je vois pour l'utilisation de l'HPC, par exemple, une équipe d'HPC et des opportunités de collaboration. Nous font partie, nous faisons partie d'un groupe d'universités. Nous travaillons avec des universités euh, qui collaborent avec, par exemple, des laboratoires des forces armées parce qu'ils veulent nous donner des projets de sorte que nous puissions avancer dans nos recherches de l'intelligence artificielle. Ce sont des opportunités qui nous sont données. Et je vois que là, les personnes d'HPC ont une possibilité de travailler. Une autre question. Quelle est la meilleure façon de commencer une collaboration avec l'équipe d'informatique de haut développement si s'équipe de sécurité, des HCP, d'intelligence artificielle ont travaillé pour ces solutions pendant des décennies? Qu'est-ce que vous suggéreriez pour que ces équipes collaborent dans les campus? Je pense à deux ou trois choses. Heureusement ou malheureusement plutôt, le leadership a une incidence sur tout cela. Je vis un infographe où quelqu'un comme moi, quand je vais au bureau du président ou à une réunion des cabinets, moi, je suis supposée de poser des questions et pas de donner des données. Moi, je serais assujetti à dire, moi, je fais ceci, je fais cela.
mais c'est ça ce que l'on doit faire. Il faut mettre en question et il faut mettre le point sur des points spécifiques et ceux qui contrôlent l'entrée, c'est ce qu'ils doivent répondre. Et plus je fais ceci, je vois que la gestion de ce fort est fondamentale. Quand le professionnel de la gestion des accès est les piliers de tous les accès, moi, je n'ai jamais compris pourquoi ça n'est pas compris. Donc, la formation de ces personnes est fondamentale. Moi, je dirais que nous parlons ici. Moi, je regarde l'écran et j'aime bien voir qu'il y a 42 personnes dans ce webinaire. Donc, dans ce moment-ci, nous réunissons une communauté. Et c'est là où il y a beaucoup de consortiums, des associations. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas d'idées constamment. Mais il y a quelqu'un qui m'inspire à penser de cette façon. Je n'ai, je n'ai, je ne suis jamais allée à l'Académie des guerres de l'armée, mais un officiel m'a dit, quand vous allez à l'Académie de guerre, c'est peut-être la seule, le seul moment où vous devez vous inventer vos choses. Moi, je suis dans ceci et déjà, il y a des gens qui ont pensé à cela. Donc, il faut dire son opinion et leur encourager à travailler. Moi, je travaillerai en collaboration de cette façon-ci à l'accès à l'identité. Ce que vous dites donc, que former les différentes personnes qui travaillent en informatique pour le HPC, par exemple, l'informatique de haute prestation, comment ils peuvent aider le chercheur pour qu'il fasse des recherches? Comment favoriser l'accès? Est-ce Retournons à cette personne qui entrait dans la session samedi matin et avait peur de perdre son travail. Comment leur aider à entrer facilement pour faire leur travail? Je vais dire une autre chose à ce propos. Quand nous travaillons en équipe, moi, je suis ravie que les personnes qui travaillent en dessus de moi, toutes les personnes de sécurité qui travaillent avec moi du point de vue tactique et stratégie, seulement moi, le scientiste, et puis le reste sont, sont prêtés, disons, pour travailler avec moi en sécurité. Et voilà les trois parties avec l'autre directeur. L'un des directeurs, on parlait à un moment donné et tout le monde donnait leur opinion et tout à coup, le directeur de d'IT académique a dit, ben, le temps est fini. Ça, on va pas le créer. C'est l'activité qui nous dit ce que nous devons faire et ce que nous devons travailler. Et nous leur conseillons de comment les choses doivent euh, continuer. L'affaire, c'est que doit nous dire qu'est-ce que nous devons faire et nous nous adaptons à eux. Excellent, merci beaucoup. Michael a une autre question dans le panel sur le voyage de confiance zéro. Zero Trust, euh, c'est concentré sur les exigences. Donc, où faut-il se concentrer, c'est-à-dire concentrer les énergies, créant des stratégies, investissant dans des solutions qui offrent des caractéristiques de zéro confiance, informant les gens dans les processus pour commencer à penser plus dans la confiance zéro. Je vais être honnête. Je ne suis pas quelqu'un qui aime de réinventer la roue. Peut-être cela attire votre attention. Il est peut-être choquant,
qu'il y a des choses que l'on pense qui ont été adoptées par tout le monde et ce n'est pas vrai ça. Je dois dire parfois à un fabricant, j'aime bien votre technologie, je vous félicite d'être au marché, mais l'ordre d'importance est tout d'abord les gens, les systèmes et la technologie. L'homme, l'homme est arrivé à la Lune, mais je dois voir comment la technologie a fonctionné et comment ce processus peut être implanté dans mon propre environnement et non pas dans l'environnement d'autres. Je commence aussi avec un bon niveau de base. Le risque des accomplissements, des aspects de régulation, les normes peuvent être compliqués, mais si on voit une façon où l'organisation puisse le faire et la façon dont vous pouvez le faire, donc ça, c'est un autre point de départ. Je veux le mettre comme ça. Par exemple, dans la compagnie de pétrole et de gaz, je travaillais dans le département de sécurité et de santé, c'est-à-dire nous avions des milliers de codes de régulation de santé et de protection des travailleurs adoptés par le gouvernement. Et il y a des points de base pour lesquels on travaille qui peuvent être des points de départ pour vous pour configurer votre propre stratégie. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est il faut connaître son réseau. Il y a des parallèles comme mon réseau, votre réseau, et tout a ses différences qui sont des particularités de chacun. Il faut comprendre l'architecture, la topologie de son propre réseau, l'accès, le contrôle d'accès et le rôle qui joue le contrôle d'accès. Et on commence dans ce sens et le parcours doit être particulier. J'espère que ce parcours soit plus rapide, mais non, ça va pas être accéléré. Il faut que chacun le fasse. C'est une marathon, c'est pas une course courte. Donc, voici certaines des façons de commencer. Il faut directement, ça concerne directement IAN et croyez à cette plateforme pour partager les meilleures pratiques. Et nous sommes tous en train de courir une différente marathon, de partager quelque chose qui nous aide à que le marathon soit plus facile, on peut s'entraider. Et les gens de l'informatique, ce n'est pas on fait la concurrence entre nous. Ce sont les footballeurs, les recrutants d'étudiants, on travaille tous ensemble. Peut-être il faudrait voir qui peut habiliter mieux ce secteur. Comment peut-on se rassembler en tant que communauté et commenter ce genre de choses pour aider à construire une communauté autour de IAM, partager de meilleures pratiques et les attentes sur comment proposer des attentes pour savoir qu'on peut confier entre nous et utiliser ça comme un point d'entrée pour que le chercheur ait accès au repositeur de données de contrôle ou avoir une bonne sécurité et identité. Quand on développe ce genre de pratique et on a travaillé entre les communautés pour travailler avec elles, c'est qu'il faut sortir et partager ces pratiques parce que c'est parler ici, parler dans d'autres endroits où ces recherches ont été faites, de sorte que quand on prépare cette partie comme centre de diffusion que vous avez, on pourrait partager. Est-ce que tu pourrais nous dire comment vous partagez ces pratiques pour s'aider entre vous? Bon, je pourrais peut-être parler de ce sujet toute la journée.
Mais tu sais, en provenant du domaine de gaz et du pétrole, et en participant aux associations de ce domaine, et en voyant d'autres universités qui ont eu de succès avec ça, par exemple de Purdue, la Louisiana State University, par exemple, pour faire mention de quelques-unes. Alors ça, j'expliquais à mon chef quand j'ai commencé à travailler ici la première année. Ça a été en janvier de cette année-ci, et le mois d'octobre, quand je l'ai cherché, je ne l'ai plus trouvé. Et je voulais il était le bâtiment et moi, et il était en rez-de-chaussée en train de construire un centre d'opération de réseau, un centre de sécurité. Il était en train de travailler sur ça. C'est le département de sécurité nationale et ils en ont un dans chaque État. Il s'agit d'un endroit où tous ceux qui veulent avoir un endroit, une place à cette table peut l'avoir. Ça peut être du domaine visuel, un fournisseur, un police local. S'il y a de l'information qu'il faut partager, c'est là où vous pouvez vous rendre pour obtenir ces informations de façon gratuite. Et si vous me demandez qu'est-ce que c'est ça, je vais te dire, il s'agit d'un endroit pour obtenir, pour partager et pour savoir où on peut avoir de l'information. Il y a des étudiants qui viennent, des adultes qui veulent changer de profession. Ils s'assoient avec moi, je leur montre mes outils disponibles, je leur montre ces outils parce que pas mal de gens viennent et ils s'en vont en sachant beaucoup plus de ce qu'ils savaient quand ils sont arrivés. J'ai eu beaucoup de septième, de huitième degré. J'ai eu aussi des personnes, des organismes du gouvernement. Et vraiment, ils restent étonnés de tout ce que je peux partager avec eux. Et que mes chefs me permettent de partager. Ils peuvent partir vraiment en sachant quelque chose de plus sur les choses qu'on a vues ensemble. Et il s'agit de quelque chose qu'ils ne savaient pas. Et ce que je veux remarquer, c'est que notre FBI, au niveau local, ont leur siège dans la capitale de l'État. Ils ont tellement aimé le sujet qu'ils m'ont invité à m'asseoir avec ceux qui font de l'analyse intelligente, avec quelques-uns de ces analystes de la cybersécurité qui viennent pour la première fois à la FBI. Et ils m'ont invité, et c'est tellement étonnant, surprenant. Voilà l'un de mes super pouvoirs. L'information, c'est mon super pouvoir et savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Heureusement, c'est ça ce que je peux faire. Très bien, très bien. Mais maintenant, je me demande, concernant les participants internationaux, est-ce que vous avez ce type de centre de diffusion? Quelqu'un est en train d'essayer de réunir ou rassembler ça dans sa région. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser ou répéter ce que Damien fait dans son état pour pouvoir le transmettre à votre campus, à vos communautés, pour pouvoir faire pareil? Bon, on vous donne une minute pour penser aux questions. Si vous avez des questions, ça peut être dans n'importe quelle langue aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez la poser sur le panneau de questions et réponses ou le mettre sur le chat, comme vous voulez. Je vais vous donner quelques minutes pour pouvoir poser vos questions. Et on a parlé sur l'identité et comment réussir à que les gens réalisent les choses. Et ça me mène à penser sur les nouvelles technologies apparaissantes. Parfois, il y a des technologies apparaissantes qui peuvent aider à contribuer à cette transformation numérique dans le campus. Dans une plateforme de confiance, nous avons parlé de travailler ensemble et de parler sur ces nouvelles technologies. Quelles sont l'une des choses que tu vois avec lesquelles on peut travailler en réunissant ces nouvelles technologies et pour nous entraider? Bon, ce que je dirais, c'est que euh, bonne partie de ma carrière consiste à comprendre
quelles sont les technologies apparaissantes et pour les comprendre, il faut que je les comprenne, mais pas nécessairement les nouvelles menaces, parce que les menaces ne sont pas nouvelles, mais les patrons des menaces sont nouveaux. Et les patrons des menaces, au fur et à mesure qu'ils apparaissent, comment est-ce que la technologie peut s'adapter et, et à ces menaces émergentes, apparaissantes, qui apparaissent de nouveau la force consiste au numéro, de façon que les gens sont en train de travailler, de faire des testings, des épreuves, les personnes qui ont de l'expérience. Il y a beaucoup de fournisseurs qui disent, qui sont un peu agnostiques. Moi aussi, je suis agnostique, mais ce que j'ai reçu en héritage, c'est un concept Cisco. Et je suis d'accord avec ça. Mais si on m'avait donné un autre héritage ou quoi que ce soit, mon tâche consiste à utiliser cet héritage. Et comme officier des militaires, ma tâche était de compléter la mission. Et compléter la mission avec mes outils, ce que j'avais à disposition, ce que j'avais été assigné. Donc, quand on a une communauté qui peut obtenir de l'information sur des différentes solutions et différentes stratégies, et que puis vous pouvez partager ce genre de choses, alors là, vous pourrez avancer et comprendre les progrès de la technologie et peut-être au sein de votre communauté, vous pouvez avoir ces sponsors et fournisseurs de sécurité pour qu'ils parlent à propos de quelles ont été leurs incorporations récentes. Parfois, il s'agit de bonnes solutions marchent très bien et parfois de bonnes solutions liées à d'autres problèmes, de façon que quoi que ce soit utile pour vous. Moi, j'ai beaucoup aimé le marathon. Comment on se prépare à 6 heures du matin? Vous allez courir ce même jour ou vous allez plus tard à la piste ou courir plus tard? Quels sont les aliments que vous allez manger? Est-ce que vous consommez des protéines? Comment vous vous préparez pour ce marathon? Il y a différents types d'athlètes et différents types d'athlètes qui ont et qui participent au même championnat et suivant le même titre. Alors, c'est ainsi que nous sommes au courant des technologies apparaissantes. Et nous, peut-être nous avons le temps pour encore une question, peut-être une question pour clôturer l'instant. C'est pendant qu'on attend les questions, je vais vous donner un exemple de ce que j'appelle ma part cake. Et moi, j'aime bien Batman, le super-héros. Je me sens reçu lorsque je viens ici avec toutes ces technologies et ma bat, baticage avec le spécialiste en cybersécurité et celui qui a le pull orange. Et la fille qui est là est une hacker éthique. On l'a eu d'un projet de recherche et dans ce projet, elle a préparé son ransomware. Alors, je suis avec l'équipe correcte qui m'aide à analyser les réseaux. Bon, Damien, un grand merci. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Nous sommes juste à temps. Alors, je vais passer la parole. Je vais passer la parole à Anne pour qu'elle clôture. Merci à tous d'être venus. Merci